Salut à tous, petit disclaimer concernant cet épisode. L'épisode que vous allez écouter a été créé et enregistré dans des conditions sonores un peu discutables. Ne vous inquiétez pas, c'est un épisode 0, c'est un pilote. C'est l'épisode crash test de l'émission. Donc il y a des petits problèmes de son, on s'en excuse, mais je pense quand même que le contenu peut vous intéresser. Pour les plus sensibles des oreilles, je vous invite à écouter le prochain épisode, l'épisode qui sera nommé donc numéro 1, qui sortira en septembre, sur le film Under the Skin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour monsieur, je cherche du travail. Je suis très motivé et j'aime les défis. Ma devise c'est, si on veut gagner le gros lot, il faut bosser pour se payer le billet de loterie. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour à tous, bienvenue dans l'analyse, votre nouvelle émission de cinéma ou podcast, c'est comme vous le voulez. Donc tous les mois, on va revenir sur un film, un film qui sera présenté par un nouvel invité. Bon, cette fois, il n'y a pas forcément d'invité, mais vous comprendrez pourquoi après. Et on va décortiquer, reparler d'un film, le remettre au goût du jour et en parler sous un prisme toujours différent. En tout cas, on l'espère. Donc je suis en compagnie cette fois pour le pilote de mon ami Gillian Nivelet, grand cinéaste, monteur et scénariste, réalisateur. Ne rigole pas, c'est vrai. Bonsoir à tous. Alors, je suis pas sûr que ce soit totalement vrai, que c'est peut-être un peu fantaisiste, mais moi j'accepte, ça fait du bien, c'est pour les gosses, toujours plaisant. Donc ce soir, on va commencer par un film fourmillant d'idées, fourmillant de pistes d'analyse. Franchement, je pense qu'on a choisi l'un des films les plus riches. Donc ce sera Nightcall ou Nightcrawler en original, ou Le Rôdeur au Québec, c'est pas mal non plus, sorti en 2014, qui est réalisé par Dan Gilroy de la fratrie Gilroy. Donc dans ce film, on retrouve Jake Gyllenhaal, on retrouve du sang, des cadavres, de l'immoralité et des sourires vraiment chelous. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur Nightcall ? Eh bien déjà, ce n'est pas Nightcall de Kavinsky. Hein, ça c'est la musique de Drive. Non mais c'est vrai que c'est intéressant de le stipuler parce que Nightcall, dans la tête des gens, je pense, c'est plus la musique de Kavinsky quand on tape sur internet, on tombe là-dessus en premier. Que le film de Gilroy. Qui a aussi d'ailleurs Drive, vous le savez peut-être, aussi une ambiance nocturne, a quand même quelques similitudes, mais on va pas parler de ça. Donc c'est un film qui est sorti déjà il y a pas mal de temps, mais qui reste quand même relativement plébiscité. Bizarrement, qui est un film pas facile à voir légalement. On a un peu galéré, mais ça reste un succès d'estime qui a été pas mal récompensé. Notamment Dan Gilroy, qui est aussi le scénariste, a reçu un Oscar du meilleur scénario original. Et Jake Gyllenhaal, qui est assez magnétique, vous verrez l'affiche, etc. On voit que c'est vraiment lui qui capte toute la lumière, a reçu notamment le Golden Globes du meilleur acteur principal, entre autres. Exactement. Et peut-être dire que si vous voulez voir le film, c'est dispo sur Filmo TV. Mais effectivement, ça va être dispo sur Filmo TV et un petit peu que là. Parce que c'est un film qui est compliqué à trouver, peut-être en DVD Blu-ray, je t'avoue qu'on est pas c'est sûrement. Donc Jake Gyllenhaal, que vous connaissez forcément, alors les plus jeunes le connaîtront peut-être pour le deuxième Spider-Man du MCU, je sais plus comment il s'appelle. C'est Far From Home, oui, c'est Far From Home, il joue Mysterio. On retiendra surtout pour Donnie Darko, ça. Incroyable. Donnie Darko, Enemy, Prisoners. Ouais, il a pas mal joué avec sous la caméra de Villeneuve. Et du coup de Dan Gilroy, parce qu'il a fait aussi Velvet Buzzsaw sur Netflix. Ouais. Et il a fait récemment aussi Ambulance, qui est pas mal du tout, avec Yahya Abdul-Mateen. Ouais, de Michael Bay. Ouais, Michael Bay. Et on retrouve aussi René Russo, qui est la femme d'ailleurs de Dan Gilroy, qui a fait notamment L'Arme Fatale 3. Et dans les rôles secondaires, on a aussi Riz Ahmed et Bill Paxton. D'ailleurs, Bill Paxton, je pense que c'est un de ses derniers rôles, parce qu'il est décédé très peu de temps après. Il est décédé quelques années après, peut-être pas 2015, je crois. Ah, ok. Ouais, Bill Paxton. Donc, et Riz Ahmed aussi, qui a explosé très récemment aux Oscars, avec Sound of Metal. Qui est un film Netflix, là ? Non, qui est un film sur un batteur sourd, ou qui est malentendant, je sais pas, je n'ai pas vu le film, mais qui donc est batteur et moi il me fait un peu penser à William Lake Bill. Mais ouais. En tout cas, franchement, bon casting, franchement plutôt sympa, mais honnêtement 90% du film c'est Jake Gyllenhaal, c'est lui la star. Franchement, en même temps, c'est vrai qu'il joue très très bien dans le film et il s'est investi corps et âme dans le film. On peut voir en fait qu'il a les joues creusées en fait, il est vraiment habité par le rôle et ça il est quand même assez terrifiant, mais on y reviendra un peu plus tard. Par contre, j'aimerais du coup revenir sur Dan Gilroy. Donc, il est
principalement connu pour avoir fait le scénario de Jason Bourne 4, donc celui avec Jeremy Renner, après la trilogie que vous connaissez peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que je parlais d'une fratrie tout à l'heure, parce que c'est aussi le frère du réalisateur Tony Gilroy, qui est aussi producteur sur le film, et de John Gilroy, qui est monteur sur le film également. Donc ça, c'est assez intéressant. Je pense que ça joue beaucoup sur la création du projet qui a été longue parce que Dan Gilroy a imaginé, donc il est plus tout jeune, hein, il a la soixantaine, mais il a imaginé ce projet dans les années 80, fin 80, après tomber sur un album photo qui représentait ce genre de personnes, parce que c'est des gens qui sont pas trop représentés, en même temps c'est vraiment un métier long, c'est un métier sale comme on le voit dans le film. Maintenant un peu plus, parce qu'il y a des... Moi j'étais tombé sur pas mal de reportages. Des reportages où ils suivent en fait ces gens qui font ce métier. Ah ouais, c'est reportage. C'est ça, et c'est... Peut-être les réseaux sociaux, ça a dû changer aussi. Là. Ouais. Mais c'est un peu les émissions choc aux États-Unis, tu sais. C'est on très va suivre. américain. Déjà le concept est très américain, mais ce type de reportage, c'est vite prenant, quoi. Pour le cœur bien accroché. Je citerai le film de, si je me trompe pas, c'est Liz Berger, je me souviens plus comment il s'appelle. Le mec qui a fait qu'un seul film, qui a fait donc Stringer en 1999 avec Elise Moon et Burt Reynolds, qui est sur la même thématique. Je cite pas pour ça parce que on verra qu'il y a un point qui est assez important et qui est une grosse différence entre les films. Oui, alors évidemment, les plus sceptiques diront il y en a un, c'est une grosse merde, et il y en a un autre, qui est très bien. Moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'il y a quand même Elise Moon et Burt Reynolds dans le même film. Et enfin, donc en fait, il faut savoir que Lou, donc le personnage principal, Louis ou Lou, c'est comme vous voulez, a existé, ou plutôt a fait semblant d'exister, puisqu'il y a eu des fausses annonces qui ont été publiées sur notamment les sites d'embauche et sur les réseaux sociaux américains pour faire croire que le personnage existait, que c'était un mec réel. Et ça, je trouve ça assez cool, parce que le film a quand même quelques années, et c'est vrai que le marketing viral est pas toujours très très utilisé. Et là, je pense que ça colle plutôt bien avec le sujet. Donc du coup, Gillian, tu veux faire un petit pitch quand même, parce que c'est vrai qu'on tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure. Ouais, c'est l'histoire de Lou, comme tu le disais. Qui je suis? Quelqu'un qui travaille dur. Je mets la barre très haut, et on m'a dit que j'étais persévérant. Je suis persuadé que les informations télévisées pourraient non seulement me passionner, mais aussi s'accorder avec mes compétences. Qui est un mec qui vit un peu de petits larcins, de larcins, d'agression, et sur officier et gardien notamment, mais qui vit comme ça, et puis du jour au lendemain il tombe sur un accident sur une autoroute, et il se rend compte que des gens font leur beurre en filmant des accidents, des trucs un peu trash, des altercations, des meurtres, voilà. Donc il décide de se lancer dans le business avec une petite caméra au début. Et puis le pouvoir appelle au pouvoir, et puis on verra bien ce qui se passe. Enfin, regardez le film, mais après on peut dire que on va forcément plus ou moins spoiler. On va spoiler, mais après c'est pas en vrai c'est pas très important. On va plus spoiler des éléments que vraiment. Le plus important, c'est que c'est un mec qui a plus d'ambition, et surtout qui va avec l'ambition, ça va être la manipulation, le manque d'éthique, l'immoralité. Et la psychopathie. La manipulation. Je pense qu'on peut le dire. Donc quand je parle de psychopathie, je parle au sens clinique du terme, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'empathie pour les autres. C'est quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui ne veut pas côtoyer les autres. Et d'ailleurs, c'est clairement dit dans le film, d'ailleurs. C'est clairement dit dans le film. Enfin, le personnage de Riz Ahmed qui est amené à bosser avec Lou, en fait, c'est une question d'employé, Rick, qui est son employé, va lui dire, mais en fait, tu comprends pas les gens, et Lou lui répond, mais j'aime pas les gens, en fait. Enfin, je n'aime pas les gens. Alors, ce qui est intéressant avec ce personnage de Rick, c'est que c'est vraiment pour moi, la boussole morale, en fait. Ça va être ce que la personne moyenne va être capable, en fait, de faire dans ce milieu, parce que du coup, c'est un milieu qui tâche, c'est un milieu où il faut toujours être le plus proche des accidents, de la mort, du sang, et surtout ne pas hésiter à aller contre les interdictions. Alors au début ça va être les interdictions physiques, c'est-à-dire juste les gens qui demandent de pas passer. Après ça va être la loi, et ce qui est sûr c'est que ce qui est très important dedans, c'est aussi la moralité, en fait. La moralité, comment ça va se passer. Mais je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que ça concerne en fait trois personnes morales, on va dire, cette affaire.
Donc d'un côté, on a le premier maillon de la chaîne qui est le stringer. Donc le nom, en fait, ça veut dire pigiste en anglais. Donc on va dire que c'est un stringer, un night stringer, ça aurait pu être d'ailleurs le titre du film. Donc il va filmer les images. Ensuite, on a le média qui va payer, remonter et réutiliser les images. D'ailleurs, des images qui sont parfois déjà mises en scène, comme le fait Lou. Ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a un truc au niveau de la vérité, de la véracité des faits et tout ça qui est manipulé en fait dans tous les niveaux de la chaîne, que ce soit donc du stringer aux médias ensuite qui vont rajouter, c'est plus que c'est embelli en fait. Enfin, voilà. Plutôt c'est amochi. En fait, la vérité c'est pire. Ouais, y a pas... Et le truc, c'est qu'il y a un troisième intermédiaire dont on pense moins. On parle beaucoup du coup de Lou, qui est le stringer. On parle aussi pas mal des médias, même si un petit peu moins. Et il y a surtout la troisième roue, qui est le spectateur. Alors c'est vrai qu'on en parle moins, mais je pense que c'est quand même super important de se rendre compte d'un truc. C'est que ce qui est explicitement dit dans le film, c'est que le média a besoin d'images chocs parce que ça fait de l'audience. Mais à qui la faute? Parce que faut savoir que nous, les humains, on est attirés par une curiosité morbide. Voilà, ça c'est un fait. Le truc, c'est que il faut se dire qu'il y a suffisamment de personnes qui vont aller vers ce genre d'images, qui vont pas décrocher aussi, qui vont être prêts à entendre tous les commentaires des journalistes, qui vont être prêts à rester devant leur poste, parfois à des heures pas possibles, pour regarder ça. Et la question, je te le pose, c'est qu'est-ce que ça apporte en termes d'information? Déjà, d'un premier point, c'est que c'est de l'information plus ou moins déjà en boucle. C'est dit dans le film. Hein, oui, ils le refont plusieurs fois. Il y a des passages, etc. Donc c'est comme on dit, hein, c'est pour ils surexploitent aussi. Voilà, on surexploite l'image, on surexploite ce qui est montré. Et oui, en fait, c'est pour le spectateur, il y a ce côté curiosité morbide, mais aussi le média qui vient un peu manipuler l'état d'esprit de son spectateur, qui vient un peu lui faire peur, qui vient lui mettre des choses en tête, qui vient l'interpeller sur des choses, et mettre en évidence notamment des crimes, des accidents dont il n'aurait pas forcément eu connaissance, sans que ça lui soit répété en boucle du matin au soir, en fait. Oui, c'est sûr. Et puis, comme dit le personnage de René Russo dans le film, il cible vachement aussi les crimes ou les faits qui sont produits par des minorités, en fait. Donc ça nourrit aussi une certaine idée politique de la chose. Ils sont avant tout sanglants et spectaculaires, parce que... On cherche des choses qui font vendre, donc comme elle dit, un petit vol de voiture, ça va pas intéresser les gens, quoi. On veut du sang, on veut du spectaculaire. Et donc c'est vraiment intéressant là-dessus. Donc ça montre quand même que la curiosité morbide crée une rétention, et c'est là où je pense que la question, je pense qu'en fait elle peut être tranchée, tu vois, c'est que finalement pour moi le pire c'est le média, parce que la personne qui fait ça en fait, elle va faire ça pour vivre. Alors je pense que ça requiert beaucoup de compétences, ou plutôt de non-qualité, de défaut en fait. On en reviendra par rapport à Lou, mais le spectateur, lui, c'est la curiosité morbide qui va te pousser à rester devant. Et le problème, en fait, avec tout ça, c'est que t'as pas besoin de chercher ça. Tu vois, sur Internet, tu peux trouver des images morbides, mais tu vas pas avoir à les chercher. Là, t'allumes ta télé, c'est surtout le cas aux Américains. C'est immédiat, en fait. C'est immédiat, et puis il y a une variété aussi de cas. En fait, c'est-à-dire que si la personne veut chercher des choses morbides sur Internet, bon, déjà, il faut le faire, il faut taper des choses, c'est plus compliqué. Faut choisir ce que t'as envie. C'est très bizarre, hein, il faut que la personne choisisse ce qu'elle a envie de voir, de bizarre, de morbide. Alors que là, elle allume la télé, finalement, on lui sert sur un plat ce qu'elle a envie de voir, et de manière variée, en fait. Parce que ça va du cambriolage qui tourne mal, à une agression par arme à feu, ou voilà, c'est l'accident choc, il y a vraiment une variété de propositions un peu dégueulasses, quoi, qui est mis en lumière. Et je pense qu'il y a un point de non-retour que les médias ont atteint, notamment quand on voit la directrice des programmes qui dit rajoute des cris, rajoute machin, c'est que eux ils sont pas totalement les steaks c'est mécanique. De la moralité. C'est complètement mécanique pour eux, ouais. C'est pas tous, hein. On voit qu'il y a certains. Il y a une personne qui vient un peu tendre pour dire c'est pas très moral ce qu'on fait, mais elle est là, mais des blagues en fait. Ils en font des blagues sur la moralité, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Ce qui compte, c'est est-ce que c'est légal ou pas. C'est ça. Et c'est le côté légal qui va peut-être plus entraver,
mais la morale n'est jamais vraiment questionnée. Et puis, ce qui est super intéressant aussi, c'est que pendant qu'ils diffusent les images, on a la directrice des programmes qui est là, qui dicte au présentateur quoi dire aussi. On a une montée en tension, notamment lorsque, en fait, il y a une effraction, qui a tourné au drame avec le meurtre de 3 personnes. Et on arrive dans une chambre, en fait, où le Stinger, donc Jake Gyllenhaal, le loup, entre dans une chambre de bébé, et on a donc la chambre du bébé, et le personnage de René Russo dit de faire monter la tension à ses présentateurs en disant est-ce qu'il y a un bébé dans la pièce, quoi. Ouais, c'est soit pour manipuler un peu le spectateur. Voilà, en fait, il y a un sens du spectacle, il y a un sens du spectacle un peu morbide qui est mis en scène, quoi. Et tu vois, ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, ce qui est le plus choquant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de crime, en fait, qu'il y ait de la normalité dans ce passage, tu vois. Et moi, je trouve ça, ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est de se demander est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est pas légal, alors que clairement, même si c'est censuré, parce qu'on voit des mosaïques et tout, ça reste des meurtres montrés à la télé. C'est ultra graphique. C'est graphique, tu vois tout. T'as juste 3 pixels sur parce que tu vois, en fait, c'est pixel, il y a du pixel, il y a du floutage, mais t'as quand même le sang, c'est rouge, enfin tu vois, en fait, c'est tu vois pas le visage de la personne, mais bon, tu devines clairement le corps, tu devines tout, en fait. Limite, je trouve que c'est presque pire que de rien mettre, en fait. Ouais, c'est ultra cynique. C'est très cynique comme manière de... On s'en fout, en fait, de ces personnes. C'est ce que dit Lou à un moment, c'est que c'est pas pour lui, c'est pas une personne, tu sais, quand il croise son ancien collègue, enfin, en tout cas, une personne, Bill Paxton, qu'il a envoyé à la mort, quelque part, parce que c'est lui qui a saboté... oui, parce qu'il est prêt à saboter, en fait, d'autres personnes, des concurrents, qui se mourir. Parce que non seulement il perd des concurrents, mais en plus de ça, il récupère des scoops. Et pour lui, c'est juste des scoops. C'est plus des gens, en fait. C'est juste des morceaux de viande. Pour recontextualiser un petit peu, en fait, donc le personnage de Bill Paxton, c'est la personne qui croise le soir où, en fait... C'est un autre Stringer. Ouais, c'est Bill Paxton qui va lui donner envie de faire ce métier, en fait. C'est lui qui le croise sur l'autoroute. Et un peu plus tard, donc il y a une certaine concurrence entre les deux. Bill Paxton va lui proposer d'intégrer son équipe, mais pour Lou, ça marche très bien, et lui... étant très perso, voilà, de pouvoir, encore une fois, de pas être aux ordres de quelqu'un, va décider de refuser. Et puis en fait, c'est plus ou moins dit dans le film, plus ou moins indiqué, c'est sous-entendu, mais donc ce personnage de Bill Paxton a un accident et on devine que c'est Lou qui a dû saboter c'est plus que sa camionnette ou autre chose. C'est suggéré parce qu'on voit effectivement on voit pas grand chose sur ce plan, mais effectivement on voit qu'il passe sous la camionnette. Enfin, c'est ça. Clairement, lui c'est une pierre deux coups, tu vois, et il va être capable de le faire avec n'importe qui, en fait, même des gens encore plus proches, parce que clairement il n'apprécie pas ce mec-là. Mais en fait, il faut savoir que Lou, on le voit très bien dans le film, il n'apprécie personne. Il n'apprécie personne, et justement ça pose la question aussi de est-ce que tu peux avoir une vie sociale, en fait. En fait, c'est ça d'ailleurs, j'ai noté dans le film qu'il a pas de vie sociale, en fait. Non, il a pas de vie sociale. Il a pas de famille, mais est-ce qu'on peut pas de parents, pas d'amis. Tout le film, tu l'as essentiellement, les seuls liens sociaux qu'il a avec des gens, c'est soit des collègues, parce qu'en fait non, c'est que des collègues. C'est des collègues où et puis surtout c'est des gens où il essaie d'être au-dessus. C'est ça. Il y a le personnage de Riz Ahmed, donc, qui est son employé, il y a le personnage de Bill Paxton qui est son concurrent, et il y a le personnage de René Russo qui est donc la personne qui au début, achète ses images. C'est sa patronne. C'est plus ou moins sa patronne, mais il y a un truc malsain qui arrive dans le film dont on peut parler aussi. Oui, où il y a du chantage, etc. Finalement, il va se rendre compte qu'ils sont dans une position délicate, que la chaîne ne fonctionne pas si bien, et qu'en fait, sans ces scoops, la chaîne coulerait. Donc en fait, il va essayer de se mettre au-dessus. Et le truc, c'est que ce personnage, c'est que de la manipulation, que de la manipulation, que de la manipulation. Même jusqu'à provoquer des morts, en fait. Et il est prêt à provoquer des morts, des accidents. Et il est même prêt à se manipuler lui-même, en se mettant au cœur de la mort, en fait. Il est prêt à se mettre en danger pour faire plus de fric. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça va même au-delà de... Enfin, il y a cette notion, mais il y a même un moment clairement du chantage sexuel envers le personnage de René Russo, quoi. Donc c'est vrai que c'est tous les pires vices qu'il puisse avoir, en fait. Enfin, il y a tous les vices, quoi. Enfin, je reviens sur Stringer, le film avec Elise Moon. C'est que Elise Moon, justement, ils ont fait quelque chose d'un peu plus cliché. C'est que c'est un personnage normal, une personne normale, qui va devenir fou. Sauf que dans... Ouais, ça marche. Ça va sûrement moins marcher que là où t'as un perso, en fait, qui
est déjà dès le début mauvais, mais qui... Il est pas fou, voilà, c'est exactement ça, il est mauvais. Il est mauvais, il y a rien... Il y a rien qui va chez lui en fait. Faut savoir, pour moi, c'est un psychopathe, manipulateur, calculateur, c'est un voleur aussi. Il n'hésite pas, il est violent, on le voit. En fait, ce qui est intéressant, c'est que au début du film, donc on disait, en fait, c'est un gars qui vole, qui n'hésite même pas à frapper des gens et voilà. Mais la notion que je trouve super intéressante et qui démontre un peu la perversion. Je sais pas, peut-être du pays, enfin des États-Unis. C'est le marché du travail. C'est le marché du travail. C'est-à-dire qu'à un moment, au début du film, donc il vole des grillages, des choses comme ça. Il va revendre ça, je sais pas pour qui exactement, mais c'est un garagiste. Un garagiste, ouais. Et Lou lui demande si il pourrait pas l'embaucher en fait. Il lui dit, moi je cherche du travail. Et il demande pour il est prêt à faire n'importe quoi. Il cherche un travail honnête là finalement. Donc c'est-à-dire que, oui. Tu vois, on avait un personnage qui est mauvais, mais qui était prêt donc, à prendre un travail qui était 100% honnête, quoi, dans un garage. Et là où le film est intéressant, c'est que c'est-à-dire que le gars non, l'embauche pas, et donc Lou va se tourner vers un truc vachement plus vicieux, vachement plus... mais ce serait trop facile de dire que c'est que la société... Non, c'est pas que la société, mais je pense qu'il y a un petit sous-texte. En fait, le Gilroy glisse quand même sur le travail, sur les opportunités que les gens peuvent avoir, tu vois. Si on suit l'exemple de Stringer, il y a 2 cas de figure pour moi. Enfin, 3 cas de figure. Soit c'est quelqu'un de mauvais, tu vas rester Stringer et tu vas kiffer. Lou, il kiffe. Soit tu vas faire comme Elise Moon et devenir fou. Mais je pense qu'en vrai, la plupart des gens, ils sont juste pas faits pour ça, ils vont arrêter. Ouais. Et moi, je me demande justement si... Enfin, en fait, est-ce que c'est un métier qui te fait perdre ta moralité, ou il ne faut pas en avoir... Ou est-ce que... Déjà, le fait de ne pas en avoir au début, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je dirais que, en fait, c'est encore plus vicieux que ça. Je pense que si tu es quelqu'un de un minimum moral, et on le voit avec Rick, c'est que tu vas t'abaisser, tu vas perdre ta moralité, tu vas rogner sur ton éthique, parce que finalement, c'est aussi un terme important, et tu vas quand même finalement par être dégoûté, et la seule chose qui va te retenir, c'est ce qu'on voit à la fin, c'est l'appât du gain, c'est l'argent. Complètement. Mais il y a aussi... Mais je pense qu'effectivement, et c'est là où le film est quand même sacrément critique sur le... Je pense qu'effectivement, on voit bien que les Stringers, il aime pas trop ça, Danny Gilroy, c'est que on voit que finalement, c'est celui qui va être le plus connard, celui qui va être le plus gros psychopathe, surtout le plus manipulateur, parce que je pense que c'est ça le plus important. Parce qu'il serait prêt, s'il tombait sur quelqu'un de moins malin et moins manipulateur que lui, mais de plus vicieux encore, il serait prêt à l'envoyer sur le terrain pour faire ce qu'il fait à la place, mais lui, il a tous les vices à la fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il y a ce truc que... tu sens que ça lui plaît quand même. Ah oui. Ça lui plaît, il y a le frisson, il y a l'adrénaline, tu vois, et c'est vrai que le personnage, moi, dans sa froideur parfois, même dans ses traits et dans sa coupe de cheveux... Le fait qu'il ait perdu du poids, ça rend plus terrifiant. Il est tellement aussi, au niveau de la parole, des mouvements très, très robotiques, très... saccadés. Tu sais, il me fait penser un peu à Tom Shiger de non, je suis pas d'accord. un peu. Moi, dans la posture... plus à la Joker, un petit peu. Ah, avec ce côté saccadé et tout, et qu'à un moment il peut te balancer un monologue comme ça, tu vois, ça arrive comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais moi c'était plus dans la démarche, dans le truc très programmé et je trouve qu'il essaye aussi de montrer une certaine sympathie en fait. Il essaye quand même de se faire bien voir, mais il se rend compte que la seule chose en fait qui compte pour les autres, c'est qu'il ait du bon travail, parce que tu te rends compte, moi c'est ce que je me disais au début du film, je me suis rendu compte d'un truc très rapidement, c'est que les Stringers en fait, ils sont méprisés par tout le monde. Au début ça se voit pas, mais en fait tu te rends bien compte que la télé, en tout cas le personnage de Nina le déteste en fait. Ils finissent par se détester. Ils s'engueulent tout le temps, mais ils n'ont pas le choix en fait. C'est eux qui se sont mis dans la boucle, dans les vices. Et je pense que, en parlant, je me suis rendu compte que finalement celui qui était le moins fautif dans la chaîne, finalement c'est le spectateur, parce que. En fait, le spectateur, c'est ultra malsain, mais en fait c'est une sorte. Après, je pense que ça se développe aussi peut-être un peu comme une addiction, tu vois. C'est des images qui tuent. Comme la pornographie. Je sais pas, mais. Si, je pense. C'est des images à laquelle il va s'habituer de plus en plus, ça va devenir peut-être une routine, et puis voir des choses de toujours plus extrêmes, plus, tu vois. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est tout ce
tout ce message autour du voyeurisme aussi en fait. Il y a tout un truc autour du voyeurisme. Dès le début du film, le film il s'ouvre sur un panneau publicitaire vide. Tu vois, t'as un panneau publicitaire et ensuite ça enchaîne sur des panoramiques de Los Angeles qui viennent un peu, ça se resserre de plus en plus. Et t'as tout le personnage de Lou en fait qui est présenté aussi un peu comme un voyeur. Tu vois, il est là. Déjà l'accident, il s'arrête, il va regarder ce qui se passe. C'est là où il prend contact avec le métier de Stinger. Et ensuite, lui, son job aussi, c'est de voler larcin. Et tu vois, à un moment qu'il vole un vélo, mais pour voler le vélo, il se pose et il regarde les gens. Et il voit que quelqu'un pose son vélo, et il vient voler ce vélo. Donc il y a tout un truc autour du personnage aussi qui est déjà lui-même voyeur, qui flaire les opportunités, qui flaire les choses, qui ensuite va être décuplé avec ce métier en fait. Le métier qu'il va faire va complètement transcender son aspect de la très voyeur en fait. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'il est de plus en plus, dans les crimes, il est de plus en plus au centre. Au début, c'est juste un spectateur, puis après, il devient, en fur et à mesure, acteur, la seule personne en fait qui est là, parce que voilà, il connaît bien, il devient un expert, complètement. Le meilleur expert. Au début, c'est juste très voyeur, voilà. C'est même un peu amateur, il rentre, voilà, il filme un peu ce qu'il peut. Et au bout d'un moment, carrément, il fait des mises en scène en fait. Au bout d'un moment, il vient modifier, la vérité, modifier ce que le spectateur s'apprête à voir. Il bouge les cadavres, il bouge des objets, des éléments. Et donc ouais, il est de plus en plus impliqué dans. À la fin, littéralement, c'est même pire que ça, c'est qu'à la fin, c'est l'auteur du meurtre. Ouais. C'est pas lui qui tue directement, mais c'est un auteur du meurtre. Il voit le meurtre en live. C'est-à-dire qu'à la fin, il arrive même à filmer des meurtres en live au début. En fait, ouais, pour un peu contextualiser, à la fin du film, donc il y a une course-poursuite qui se finit mal entre donc des personnes qui ont tué et la police. Et donc ça finit par un carambolage. Lou et son coéquipier qui suivaient la poursuite s'arrêtent et en fait Lou s'approche de la voiture et se rend compte que le truand il est pas dans le coma, il est pas mort, il est toujours là. L'arme au poing et il dit à son coéquipier viens, il est mort, viens filmer, t'inquiète. Donc Rick s'approche et il se fait descendre en fait sous la caméra de Lou qui en profite. Une forme de mise en scène, c'est ça le pire. C'est ça, ouais, c'est une mise en scène morbide, tu vois. Bonjour, j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Vous êtes doué. Rappelez-moi quand vous aurez d'autres images. Des images de ce genre? Mon JT, c'est une femme qui court en hurlant au milieu de la rue, la gorge tranchée. On va se reparler dans pas longtemps. Complètement. Et je pense que là, ce qui est abordé un peu dans le film, c'est la question juridique. Donc effectivement, on se rend bien compte que s'il disait la vérité, il serait déjà en tôle. Parce que clairement, il obstruction des forces de l'ordre, je sais pas, mise en danger d'autrui, enfin, voilà, en fait, c'est un criminel, voilà. Clairement, ce qu'il fait, c'est pas bien. Il a clairement passé les étapes évidemment de la moralité, de l'éthique. En vrai, la question se pose même pas puisque le métier en lui-même n'est pas éthique. Dès le début, il a outrepassé tout ça, mais en tout cas, la légalité, finalement, il va franchir le pas très rapidement, tu vois. Et ça devient gênant d'ailleurs pour les médias parce que la chaîne de télé qui l'emploie va plusieurs fois se demander, après avoir acheté d'ailleurs son enregistrement, est-ce qu'on peut le passer, tu vois? Parce que là, ça devient chaud en fait. Complètement. Il y a ce truc où en fait, ils sont plus sûrs de ce qu'ils peuvent passer ou non. En fait, il y a littéralement une sorte de flou. Je sais pas si c'est un flou juridique ou quelque chose, mais les gens ne savent même plus ce qu'ils peuvent diffuser ou non en fait. Donc il y a ce truc ultra intéressant aussi. Loin que les autres. C'est ça, au bout d'un moment, il y a carrément la police qui s'implique vraiment dans le truc en demandant le retrait de certaines images, etc. parce que ça va vraiment trop loin. Mais c'est toujours un peu flou parce que la chaîne, elle est en mode dans 4 minutes on est à l'antenne, dans 4 minutes ça passe. Et les flics ils sont là, on n'a pas de mandat, on n'a rien. Donc il y a ce truc toujours un peu flou qui est intéressant. En fait, c'est un peu c'est une ambiance, c'est un bordel en fait, c'est le bordel. C'est lui qui gère le bordel. C'est un bordel que Lou arrive vachement bien à manier, à manipuler, à en profiter en fait. Ce qu'il faut dire par rapport à la conclusion du film, c'est que Lou gagne en fait. C'est clairement le gagnant. D'ailleurs, il y a effectivement cette phrase qui est devenue un peu culte à la fin, c'est il embauche de nouveaux stagiaires, de nouveaux stringers, qui ne payent pas, ou très peu d'ailleurs, faut le préciser, et il leur dit ne vous inquiétez pas,
je ne vous ferai pas faire ce que je ne ferai pas. Sauf que le truc, c'est que vu qu'il est capable d'absolument tout, limite, je suis sûr qu'il serait limite prêt à tuer, avec un fusil à pompe, tu vas tuer des gens devant ses stagiaires. Ouais. Enfin, je veux dire, et c'est ça qui est froid dans le film, et c'est ça qui est quand même glaçant, c'est qu'il gagne, et il faut se rendre compte d'un truc, c'est que du coup, les Stringers, je pense, s'en sortent, et en fait, même si tous ne sont pas comme ça, et tous ne finissent pas bien, entre guillemets, ça reste un cercle vicieux. Le message du film, il est clair là-dessus, c'est que... De toute façon, en fait, ça aurait servi à rien de montrer sa déchéance. Parce que de toute façon, le métier, il est là, il bougera pas. Il y aura toujours des opportunistes, il y aura toujours des gens... Tu vois, c'est une métaphore du métier, en fait. C'est clairement une ça. Métaphore en vrai, le personnage, encore une fois, je vais refaire référence à Stringer, mais ce que Stringer n'a pas compris, c'est que ce qui importe, c'est pas un personnage, tu vois. Surtout que... C'est une idée, en fait. Vraiment, il incarne plus une idée qu'autre chose. Une idée qui est très bien personnifiée, enfin, qui a des vrais tares, des vraies obsessions, des choses, tu vois. Mais ça reste quand même une idée. Le personnage de Lou est vraiment très... Et ce qui est assez fort, c'est que c'est Jake Gyllenhaal, en fait. Ouais, très fort. Jake Gyllenhaal, bon, qui est quand même connu pour avoir fait plusieurs rôles à contre-emploi. C'est pas toujours un gentil, mais quand même, c'est quelqu'un de sympathique, c'est un beau gosse et tout. Là, il s'est clairement enlaidi pour le rôle, un petit peu. Ouais, il a perdu des kilos. Ouais, un peu plus même. Il n'y a pas que ça, il y a aussi même sa coupe de cheveux, etc. Et du coup, c'est assez bizarre parce que moi, en tout cas, j'ai l'impression d'être comme avec un pote, parce que ça reste Jake Gyllenhaal et tout, on le connaît. Ouais. Surtout que c'est clairement un acteur de notre génération. Nous on a le début de vingtaine, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça fait longtemps que je regarde des films avec Jake Gyllenhaal et c'est vrai que c'est très bizarre. C'est un peu un repoussoir. Ouais. Et en même temps, il est très sympathique. Et puis en plus, il y a son sourire. Ouais, mais dans le film, il a les yeux très creusés en plus. Il est vraiment... C'est presque un cadavre. Enfin, c'est très bizarre. Il est très... Je pense que c'est ce que je te disais. C'est vachement bizarre, tu vois. Le titre québécois sonne bien, c'est le rôdeur, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui rôde, c'est une sorte de cafard, en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est... Ouais. Il est toujours là, tu sais, les cheveux toujours plaqués comme ça, gras. Ouais. Tu sais, c'est... Il y a un peu truc comme toi, d'ailleurs. C'est un peu la même coupe de cheveux. C'est 100 fois. Mais non, mais il y a un truc, tu vois, très... À la fois, t'aimes Jake Gyllenhaal, mais son personnage est absolument détestable. Même physiquement, il y a un truc qui cloche, tu vois. Mais tu le reconnais, tu mais... peux pas t'empêcher de l'aimer, parce voilà. que ça reste quand même... C'est super bizarre. J'aimerais bien parler de la musique de James Newton Howard, parce que... déjà, c'est un super compositeur, vous l'avez entendu dans plein de choses. Incassable, c'est génial. Incassable, plein de choses formidables. Et là, en fait, il arrive avec une guitare électrique complètement dingue, quoi. Avec un thème qui vient te... qui vient te faire bouger, quoi. Mais enfin, vraiment, le thème est superbe. Moi, j'aime beaucoup James Newton Howard. Et le nom de la track, c'est... aussi. Ouais. Le nom de la track, c'est If It Bleed, It Lead. Et c'est une phrase que dit Bill Paxton dans le film. C'était pas dans Predator aussi ? Predator. Non, c'est pas exactement ça, c'est s'il saigne, on peut le tuer. Ouais, ça... Bref. Non. C'est pas... Il y avait Bill Paxton qui était dans Predator 2, d'ailleurs. Ouais. Bill Paxton qui est dans plein de trucs... Il a joué dans des aliens, non, Bill Paxton, je sais plus. Je crois pas. Bref, la musique est géniale. Je voulais un peu saluer le travail de James Newton Howard. Puis même techniquement, le film est très globalement, le film est super beau. La photo est super. Pour un premier film, parce que je crois qu'on l'a pas précisé, hein, c'est un premier film d'un scénariste émérite qui a fait beaucoup de choses, on l'a dit, mais franchement, la réalisation est très bien. Il y a un côté très immersif et il n'hésite pas non plus à casser ce cadre en fait, à jouer sur les différents formats. Il vient jouer avec les caméras. Ouais. La caméra de Jake Gyllenhaal, enfin de Lou, des caméras de surveillance, il confronte les télévisions, les qualités aussi de caméra, je pense que c'est assez important. Il y a vraiment, c'est vrai que j'aime bien ce genre de film qui joue sur le format. Et je pense que c'est un film qui sort au bon moment parce que aujourd'hui, je pense que si ça sortait aujourd'hui, 9 ans plus tard, je pense que il y aurait aussi je pense que tu pourrais pas parler de ce sujet sans aborder les réseaux sociaux. Ouais, complètement. Parce que c'est vrai que là c'est 2014. C'est vrai que 2014, ça un peu tard. C'était un peu tard. Bah tu sens que le film, comme tu dis, était pensé pour les années 80, 90. Tu sens qu'il y a peut-être un petit truc, mais en vrai c'est pas tellement dérangeant parce que c'est quand même
la télévision reste quand même un prisme à elle-même, tu vois. Mais c'est vrai que peut-être que si un jour il y a un film comme ça qui vient être fait, c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut apporter une dimension encore plus, encore plus virale, encore plus bizarre, tu vois. Mais voilà, donc. En parlant de viral, ça me fait penser effectivement à un des segments de VHS viral où en fait tu as une personne en fait qui filme dans les rues des accidents. Et tu vois, en fait, t'as une sorte de roulotte avec des écrans qui diffusent des images bizarres. Donc, les segments de VHS, c'est une saga anthologique d'horreur. En fait, je trouve qu'il y a un peu cette ambiance un petit peu nocturne, plus horrifique encore. Parce que là, on est clairement dans le thriller, hein. Ouais. Thriller criminel. C'est un peu difficile de définir quel type de film c'est. C'est peut-être un peu thriller. Je pense que c'est clairement un thriller. Je tiens à préciser, on parle de Stringer depuis tout à l'heure. Il est disponible gratuitement sur YouTube grâce à une super chaîne qui s'appelle Je me torche avec les droits d'auteur. Merci à lui. Il a publié 2-3 films. Et donc on revient sur j'irai le voir. Sur la rubrique conseil. Moi, ça me faisait penser à un film que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui est 99 francs, que t'as vu aussi il y a pas si longtemps. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu en même temps. En fait, 99 francs, il y a aussi ce truc autour de l'image, de la manipulation de l'image. Adapté du livre de Beck Beder, qui apparaît dans le film d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il fait 2-3 caméos. C'est ma mère qui a fait... mais c'est Beck Beder, lui. Il fait 2-3 caméos. Bon, on pense qu'on en veut. Mais le film est très bien. Jean Kounen, super. Hein Yann Kounen. J'avais rencontré d'ailleurs. Super réalisateur, franchement. Ça joue avec plein de formats, plein d'idées d'images, plein de choses. Donc ça parle du milieu de la publicité, de ce milieu qui est très vicieux, pervers, où on manie l'image pour manifester du désir chez les gens, faire des choses très très peu ragoûtantes. Et en fait, on a un personnage qui est joué par vraiment Jean Dujardin. C'est Octave. Il est super. Jean Dujardin est superbe dans le rôle. C'est génial. Parfait, mais... C'est génial. La séquence de la réunion est devenue culte d'ailleurs. Ouais. Le mec là. Qui joue beaucoup avec Dupontel. Il fait marrer, il est incroyable. Nicolas Marié, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et qui est génial. Il est génial. Mais ouais, c'est un film assez déstabilisant, je dois bien avouer. Il y a un côté très cocaïne. Je pense que c'est lié au personnage en fait. Donc le personnage d'Octave qui va, lui c'est un peu l'inverse de Lou. C'est quelqu'un qui a perdu sa morale, son éthique est vraiment un personnage dépravé, dégueulasse, etc. Et qui va quand même essayer de racheter sa conscience en sabotant en fait la pub de son patron. La pub d'ailleurs sur le lait. C'est génial. Enfin sur les yaourts. Ah non, mais le film est... Bon, voilà, moi je trouvais ça intéressant de mettre en relief les deux. Mais... C'est pas tout à fait la même chose, il y a des thématiques très communes quand même. Tout ce qui est sur l'image, manipulation de l'image, du coup, la morale, hein, sur jusqu'où on va, sur comment on perd sa morale, comment on la regagne. Et voilà, le film est trop bien. Et voilà, c'est super. Avant de conclure, je vais conseiller un dernier film. Donc ça s'appelle Mad Max Fury Road. Ça n'a rien à voir, mais c'était juste pour le placer parce que c'est quand même un super film. C'est quand même vachement bien. Et c'est parce qu'il y a une scène où Max il hallucine et ça se passe un peu comme dans des égouts, du coup ça fait un peu ambiance nocturne. Pour ça je pense qu'il fallait le placer. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu cette première émission. Je pense qu'on est quand même allé plutôt dans le détail de Nightcrawler. Personnellement c'est un film que je connaissais pas et que j'avais vraiment envie de découvrir, donc je pense que c'était la bonne occasion. Donc je te remercie Gillian de l'avoir suggéré. C'est vrai que le film, moi je l'ai vu il y a 2-3 ans et ça m'a fait pareil, du bien de le revoir et toujours très très bon quoi, super film. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, à partager, à commenter, à mettre un like. Donc si vous regardez cette émission sur Pourquoi le 7e art, vous avez un lien vers la nouvelle chaîne. Et dans quelques temps, lorsqu'on aura fait quelques épisodes, il y aura également une plateforme Spotify. Ouais, on va tout mettre là-dessus. Toutes les émissions finiront là-bas, voilà, en parallèle de YouTube. Donc dans un petit moment, il y aura moyen de nous écouter un petit peu partout. Voilà. Allez, à la prochaine tout le monde, et puis portez-vous bien.